vous avez le consommateur vagabond, et puis vous avez le consommateur qui, dans les produits de qualité, quand il a fixé son choix sur un produit, eh bien, il veut être fidèle à ce produit. Mais, le produit en retour n'a pas le droit à la moindre erreur. Il y a énormément de choses à respecter, c'est quand même très très contraignant. Mais je pense que c'est ça qui amène aussi à faire un produit de qualité. Si on fait n'importe quoi, c'est pas possible de faire de la qualité. Le champagne, si vous le faites au Bordelais, dans le Jura, ou en Pologne, ou en Allemagne, vous n'aurez absolument pas le même produit, vous n'aurez absolument pas le même goût. Ah, Champagne, c'est la fête, c'est les bulles, c'est la région. Le champagne, c'est symbole du prestige, de l'image, de la richesse française et de la culture française à l'étranger. C'est un modèle de qualité, d'exigence, de plaisir. C'est le meilleur ambassadeur de la France à l'étranger. Oui, c'est ça, c'est l'image de la France un peu. Le champagne. Comme le fromage. Le côté festif aussi. Oui, et puis c'est un produit noble qui est travaillé, qui est finalement assez difficile à faire et que certains vignerons ont décidé de travailler. C'est l'âme d'une région, d'un terroir. Ce que vous vendez dans la bouteille est une chose. Ce que vous vendez dans le papier du fromage est une autre chose. Mais si le consommateur vient dans le terroir où est produit le produit, il veut retrouver le niveau de qualité qu'il imagine à travers la bouteille. Le milieu physique correspond à pouvoir implanter donc, le vignoble champenois sur des structures naturelles, donc des coteaux bien particuliers qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc ça va être sur des sols majoritairement donc crayeux. Donc la craie c'est l'essence même, c'est la roche qui va pouvoir donner aussi un goût particulier au champagne. Ce sous-sol crayeux est accompagné d'un climat bien particulier, donc un climat océanique et climatique, donc avec des hivers très rigoureux et par contre des étés chauds et avec du vent. L'aire d'appellation Champagne qui comprend environ entre 32 et 33 000 hectares de vignes en appellation. Pour avoir l'appellation Champagne, les cépages, il y a 3 cépages autorisés. Le Pinot Meunier, qui est un cépage typiquement champenois, le Pinot Noir, qui est utilisé aussi en Bourgogne, et le Chardonnay, qui est utilisé dans beaucoup de régions du monde pour faire des vins blancs. Donc le savoir-faire du vigneron, c'est de pouvoir choisir les bons coteaux, les bonnes parcelles, implanter ses cépages et après donc conduire sa vigne de la taille jusqu'à la vendange pour en faire un raisin unique. En Champagne, il y a 3 cépages, on peut les reconnaître déjà à la pousse. On appelle Pinot Meunier parce que la pousse est blanche. Il faut que j'en récupère une. Voilà, les pousses des Pinot Meunier sont dufteuses, blanches, comme si on avait mis de la farine, c'est pour ça qu'on l'appelle Pinot Meunier. Alors que la pousse des Pinot Noirs est plutôt vert clair et sans ce duvet. Il y a vraiment une grosse différence
entre le pinot meunier et le pinot noir. Voilà. Et le troisième cépage, c'est le chardonnay. Et la différence qu'il y a entre le pinot noir et le chardonnay, c'est une toute petite différence. Et c'est le lobe de la feuille qui va jusqu'au pied de la feuille. Alors que sur le chardonnay, ça s'arrête avant. Voilà, c'est la différence qu'on peut trouver. Maintenant, c'est sûr que quand les raisins sont mûrs, on sait où est le chardonnay et où est le pinot noir. Hein. Les raisins n'ont pas la même couleur. Mais avant que les raisins prennent de la couleur, on peut donc distinguer les deux cépages par les feuilles. Voilà, les trois cépages même. Alors le champagne, donc c'est un produit en appellation d'origine contrôlée, ce qui fait qu'il y a c'est un secteur géographique bien défini, donc il y a une délimitation, il y a un cahier des charges qui fixe les règles bien précises pour la production dans les vignes, les vendanges, le pressurage, l'électrification, donc tout est écrit noir sur blanc et que les vignerons et les négociants doivent respecter. Et il y a des contrôles qui sont faits de tout cela, que ce soit des contrôles dans la vigne, des contrôles au pressurage, des contrôles de la vinification, il y a des contrôles sur le produit, il y a des jurys de dégustation qui vérifient que les champagnes soient de grande qualité. Donc là voilà, c'est tout ce cadre qui permet de protéger le champagne à travers l'appellation d'origine contrôlée et qui a une similarité en Europe hein, à travers l'AOP, appellation d'origine protégée, où l'Union européenne a créé une protection donc, de tous les produits du terroir sur le territoire européen. La première règle d'une appellation, d'une AOP, dans l'appellation protégée, c'est d'abord la définition d'un terroir. Et dans les dernières années, dans les dernières décennies, dans les différents vignobles, il y a eu des ajustements du terroir. Mais les critères sont draconiens et demain, on n'ira pas faire du champagne dans la Beauce. Cette reconnaissance, c'est pas par opportunité, c'est pas du protectionnisme, c'est bien de pouvoir faire comprendre aux consommateurs que ce sont des produits que l'on a sur une zone, un secteur bien défini et qu'on peut pas transposer ailleurs. C'est quelque chose qui est très protégé par ce qu'on appelle le CIVC, Comité interprofessionnel des vins de Champagne, qui est un petit peu le gardien du temple. On sait que le fromage de tel endroit c'est une AOC, que le vin de tel endroit c'est une AOC, etc. La démarche au niveau européen de l'AOP, elle est plus récente. C'est une démarche qui a une douzaine d'années. Donc nous avons demandé, nous Parlement européen, à la Commission européenne, de mettre en place une campagne d'information du consommateur pour lui expliquer d'abord ce que sont les signes, qu'est-ce qu'ils veulent dire, et quelles sont la garantie que la puissance publique apporte au consommateur quand elle accepte que l'étiquette AOP soit collée sur une bouteille ou marquée sur une étiquette de fromage. Et je pense qu'il est important de mettre en avant la construction collective de l'appellation et son histoire des hommes qui ont voulu à tout prix faire perdurer ce produit et le protéger. Et je pense qu'on peut citer donc ce qui s'est passé au cours du deuxième partie du XIXe siècle, où les opérateurs champenois, le négoce, comme on peut citer le Clicquot, Moët et Chandon, commercialisaient dans d'autres régions de France du champagne ou à l'export et se sont rendus compte que leur marque et le nom champagne étaient utilisés dans d'autres régions françaises. Par exemple, de la Loire, il y a des opérateurs qui utilisaient le nom Champagne alors que c'était un autre effervescent, mais c'était pas originaire de la région Champagne. Donc là, les négociants qui étaient vraiment, leur orgueil champenois, ont dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc
ont attaqué devant les tribunaux ces opérateurs-là, et les tribunaux, différents tribunaux français ont donné raison aux opérateurs champenois pour dire voilà, non, le champagne, on n'en fait qu'en Champagne et pas ailleurs. Il en est ressorti à chaque fois les mêmes conclusions qui est devenu même un concept marketing où les tribunaux disaient il n'est de Champagne que de la Champagne. Il y avait eu cette fameuse histoire avec le village suisse de Champagne, justement, où pour un tout petit village, ils ne voulaient même pas bien que ce village s'appelle Champagne d'ailleurs, ne voulaient pas qu'ils utilisent le nom Champagne. Ce qui peut paraître peut-être presque excessif, mais bon, on tient à ce que le vin de Champagne ne se fasse qu'en Champagne, et voilà, donc dans une aire qui est ce qu'on appelle délimitée, donc qui est bien encadrée, qui sur le plan est bien marqué. Là, vous avez une route, de l'autre côté de la route, vous n'avez pas le droit. De ce côté-là, vous avez le droit à l'appellation Champagne. On coupe à la main parce qu'en réalité, avec les pinots noirs et les pinots meuniers, c'est des raisins noirs, la peau est noire, mais le jus est blanc. Et donc on va extraire le jus sans abîmer, sans froisser la peau, pour pas que la couleur de la peau ne passe dans le vin. C'est-à-dire qu'avec les meuniers et avec les pinots noirs, on peut faire du vin rosé ou du vin rouge, ou avec la méthode champenoise, du vin blanc. Voilà. Donc si on les ramasse à la machine, on va esquinter les grains et la couleur de la peau va passer dans le jus, et là on va plus avoir de vin blanc. Oui, il y a une grosse différence entre le pinot meunier qui est un cépage très fruité, très peu acide, mais il va faire un vin qui va vieillir beaucoup plus rapidement que le pinot noir ou même que le chardonnay. Le chardonnay, c'est un cépage qui va pouvoir vieillir très très longtemps. Il y a des champagnes très très vieux faits en chardonnay qui peuvent avoir 30-40 ans et ils sont encore très très bien. Par contre, les pinots meuniers, enfin ça dépend et des années et des vignes, mais en règle générale, le pinot meunier, c'est plus un vin à vendre relativement, c'est relatif, mais relativement jeune, à 2-3 ans, après la récolte. Et puis c'est un vin qui va vieillir beaucoup plus vite. C'est difficile à dire parce que ça dépend des années, mais quelques années, au bout de 5-6 ans, le vin change et c'est moins bien. Les raisins sont bien mûrs là, on les voit, hein. C'est l'époque de les cueillir, ils sont vraiment bien mûrs, sauf on aperçoit des grappes toutes vertes. Mais ces grappes toutes vertes, elles sont sur un rameau qui a poussé sur le rameau de l'année. C'est-à-dire, nous en Champagne, dans le langage courant, on appelle ça des bouvreux. C'est-à-dire c'est des raisins qui ont poussé, mais qu'au mois de juillet-août. Et ils seront jamais mûrs au vendange, hein. Voilà. Ça, c'est des raisins qu'il ne faut pas prendre. Et souvent, ça nous donne une indication pour la récolte à venir. S'il y a beaucoup de ces raisins-là, ça veut dire que l'année prochaine, il y aura sûrement une belle récolte. Actuellement, le système des vignes appellation fonctionne sur un système unique, c'est-à-dire que pour replanter une vigne, il faut d'abord avoir des droits de plantation. Donc pour avoir des droits de plantation, on peut les avoir soit parce qu'on a arraché déjà une vigne, donc on garde les droits par rapport à la vigne qu'on a arrachée, et ces droits vont resservir quand on replantera la vigne, ou si on a éventuellement envie de déplacer des droits sur une autre parcelle. Ça peut arriver. Et jusqu'à jusqu'à l'année dernière, le CVC accordait pour des petites parcelles des droits, des nouveaux droits de plantation, moyennant l'achat de droits dans des régions défavorisées.
Vous savez que, par exemple, dans le Midi, où les vins se vendent assez mal, ils ont des arrachages qui sont financés par l'Union européenne. Ils arrachent des vignes et en compensation, on peut replanter, remettre ses droits dans les régions à appellation. Donc, ça pour essayer de toujours garder un même volume, de ne pas augmenter la surface des vignes en plantation. Le droit de plantation, c'est une autorisation accordée par la puissance publique à un viticulteur de planter de la vigne sur un terroir qui lui appartient ou qu'il a en convention. Alors, pour les vins d'appellation d'origine, comme c'est le cas par exemple de la Champagne, il y a en fait un double critère, puisqu'il faut non seulement être propriétaire du terrain, mais il faut que le terrain soit dans une aire géographique déterminée par des pédologues, des géologues, etc. Le terroir doit correspondre à la définition, et ensuite il faut avoir le droit administratif de planter. Cette politique est plus ancienne en France, puisqu'elle a été mise en place avant-guerre, et elle visait à créer un rapport entre l'offre et la demande, pour finalement tenir les prix, éviter une concurrence aberrante entre viticulteurs d'un même secteur et entre secteurs. Et c'était une mesure qui ne coûtait rien, puisqu'il n'y a pas d'aides qui sont octroyées à ce secteur-là. Pour prétendre à l'appellation Champagne, il faut récolter des raisins dans le volume qui est tous les ans fixé par le comité interprofessionnel des vins de Champagne, CIVC, en accord avec les maisons de négoce et en accord avec le syndicat des vignerons. Donc ce volume peut évoluer en fonction des demandes de l'année. Si les ventes sont en hausse, l'appellation peut être un peu plus importante. En plus, si la qualité du raisin le justifie, on peut prendre un peu plus d'appellation. On transporte les raisins au pressoir. Les raisins sont pesés, sont mis sur des pressoirs de plusieurs volumes. On a des pressoirs de 4000, 8000, 12000. Le fractionnement se fait par 4000 kg de raisin. Pour 4000 kg de raisin, on a le droit d'extraire 25 hectolitres 50 de mou qui auront droit à l'appellation, qui pourront prétendre à l'appellation Champagne. Si on dépasse le rendement qui peut être fixé, mettons pour cette année qui est fixé à 11 000 kg d'hectare, les raisins seront vendangés, le jus sera extrait, mais les volumes de vin qui seront produits au-dessus des 11 000 kg d'hectare devront aller en distillerie avant le 15 décembre de l'année suivante. Donc on est bien limité au départ sur la quantité de volume, on est limité sur la quantité de jus qu'on doit extraire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser 26,50 pour 4000 kg. Les vignerons champenois à l'époque étaient très peu, qui vendaient très peu de champagne, mais qui livraient les raisins en maison de champagne. Ils se sont dit, nous, on voit bien que, messieurs les négociants, vous avez une grande notoriété, vous vendez de plus en plus de champagne, on aimerait bien partager la richesse, la valeur ajoutée que vous créez, quoi. Donc voilà, c'était
ça a été conflictuel et donc c'est vrai qu'il y a eu des révoltes, hein, la révolte de 1911 qui a été très dure en Champagne. Et quand vous prenez l'exemple de la Champagne, où la question de l'appellation est gérée dans le cadre d'un syndicat interprofessionnel qui réunit tout le monde, c'est vrai que c'est un équilibre magnifique de l'extérieur, qui s'est construit au fil du temps, mais qui repose, on le sent bien quand on creuse un petit peu, sur une très grande fragilité. Parce que les intérêts sont parfois divergents, et j'ai le sentiment qu'à certains moments, il y a peut-être certaines questions qui ne sont pas abordées pour éviter de se fâcher. Hein, mais ceci étant dit, la Champagne, depuis 1909, quelle formidable construction. C'est vrai qu'ils ont un produit qui est magnifique, un terroir qui est d'exception, mais ils auraient pu avoir les deux sans avoir la force de leur organisation professionnelle. Je suis pas sûr qu'ils seraient arrivés au même résultat. Il y a un peu deux sortes de vignerons. Il y a ce qu'on appelle les vignerons occasionnels qui ont un travail salarié. Le travail de la vigne, c'est quand même un travail pénible, mais les gens souvent héritaient de quelques arts de vigne. Moi, je connais beaucoup d'amis qui ont 15, 20 ou 30 arts de vigne, ce qui leur permet de faire ça après leurs heures de travail ou le samedi. Et c'est quand même assez rentable, puisque le kilo de raisin va se monnayer entre 5,30 € et 6 € le kilo, donc ça fait quand même des revenus, et 40 arts de vigne, c'est quand même assez, c'est pas simple à faire, mais c'est pas non plus un travail qui prend plein d'heures. Donc les gens ont toujours conservé, c'est pour ça qu'il y a la moyenne des exploitations viticoles, elle n'est que de 1 hectare et quelques. Parce qu'on a beaucoup de gens qui ont 5, 10, 15 arts. Par contre, après, on a les vignerons, genre Monsieur Caillé, par exemple, qui a, je crois, 6 hectares, qui sont, eux, des vrais vignerons, qui vivent que de leur exploitation. Et je pense que le phénomène qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui puissent venir s'implanter, c'est que le prix des vignes est quand même assez exorbitant. Enfin, on est aujourd'hui arrivé dans les grands crus de blanc à 1,5 million d'euros l'hectare. Par ici, on est à plus d'1 million d'euros. Donc, pour quelqu'un qui s'installe, à part d'avoir gagné au loto, c'est très difficile de pouvoir s'acheter un lot de vigne de 5-6 hectares pour pouvoir en vivre. Donc, souvent, c'est par génération, c'est par héritage. Les gens continuent de père en fils. C'est pour ça qu'on retrouve des familles donc qui possédaient des vignes et qui continuent à posséder des vignes. Ici on est à Cumières, la coopérative Rue du Pont de Cumières. Une coopérative, c'est un endroit où beaucoup de vignerons qui n'ont pas le matériel, qui n'ont pas suffisamment de vignes pour avoir leur propre pressoir, ça leur permet d'avoir du matériel en commun. Chaque vigneron qui amène un raisin on doit peser ce qu'il amène. Donc il arrive, c'est déchargé sur le quai et après on passe tout à la bascule. C'est enregistré au bureau. Là il y a un bon de pesée qui sort, chaque vigneron sait ce qu'il a amené. Et c'est pesé pour une seconde raison également, c'est qu'on met 8000 kg de raisin dans chaque pressoir. On va les charger au pressoir, c'est un chargement automatique. Avant on chargeait tout à la main, maintenant une machine qui s'occupe du travail. Elle prend 4 caisses par 4 caisses, les amène sur un convoyeur, il y a un convoyeur et après ils sont baignés automatiquement dans le pressoir. On met à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour charger un pressoir.
pense qu'on est en train d'assister justement quand même aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent plus s'embêter justement avec ces petites quelques parcelles, donc beaucoup revendent leurs vignes. Et on va plutôt vers une diminution. Actuellement, on est en train de constater une légère diminution des tout petits vignerons qui ont tendance à vendre parce que justement les vignerons aussi ont du mal à acheter les vignes qu'ils ont à vendre parce que ça coûte quand même très cher. Donc seuls les grands groupes peuvent se permettre un peu d'investir à ce niveau-là. Et je pense qu'on va aller certainement vers une régression du nombre de vignerons. Ça c'est presque économiquement, je pense que ça va se passer. Alors, l'une des difficultés de la Champagne, c'est inévitablement, mais c'est hélas pour beaucoup de secteurs comme ça, que progressivement, des maisons qui étaient des acteurs locaux, des maisons de champagne qui étaient des acteurs locaux, qui étaient des capitaux locaux, deviennent propriétés de capitaux extérieurs, de capitaux financiers, de grands groupes, et ça modifie un peu les équilibres dans la discussion. Et on prend la température pour la correction. Sans ça, on prend la densité du goût et puis... À ton avis, tu vas avoir combien là? Il y a 11 ans à peu près. Ah oui, bon, c'est bon. Les maisons de champagne ayant tendance à vouloir augmenter leur marché, les producteurs voulant à tout craint préserver la qualité. Donc on est dans cet équilibre-là. Mais en Champagne, il y a une autre limite. C'est que la zone géographique, le terroir, est pratiquement arrivé à saturation. Et que donc le débat sur les droits de plantation meurt de lui-même par le fait qu'il n'y a plus de surface à planter. Sauf à élargir la zone, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une étude géologique, pédologique, qui montre que il y a bien un passé et que le sol convient bien à la qualité d'un vin comme le champagne. Le syndicat général des vignerons, qui regroupe pratiquement tous les vignerons, s'en inquiète assez souvent, la fédération des coopératives aussi, parce que c'est vrai que quelquefois on assiste à des gens qui ont, ça pourrait arriver par exemple ici, que la fille à Virginie veuille faire autre chose, fasse des études, ne fasse plus les vignes. Une exploitation comme ça, il y aura très peu de vignerons qui pourraient se l'offrir, donc ça risque de partir vers la négoce, et c'est vrai que les instances dirigeantes s'en inquiètent à l'heure actuelle pas mal. Ça pose un souci parce que malgré l'intervention de certains organismes comme la SAFER qui essayent de fractionner quand il y a une exploitation à vendre pour qu'elle se répartisse entre plusieurs vignerons, on assiste quand même souvent à ce que les grosses maisons aujourd'hui se payent des vignes en quelque sorte et augmentent leur potentiel viticole parce que il y a aussi, c'est économiquement, il y a certaines grandes maisons qui ont des besoins, qui arrivent à exporter pas mal. Aujourd'hui, avec l'Asie, il y a des grosses demandes. Donc, le négoce, comme on dit ici en Champagne, a soif, donc a besoin de raisins, il veut du jus. Donc, si il n'a pas la possibilité d'acheter les raisins à la vendange, il essaye d'acheter carrément les vignes, quoi. C'est de bonne guerre quelque part, mais c'est vrai que ça inquiète quand même certains dirigeants. On peut toujours faire des grands discours sur les marchés à aller conquérir ailleurs dans le monde, mais on ne peut conquérir des marchés que si on est compétitif. Or, les coûts de la main-d'œuvre en Europe rendent nos productions difficilement compétitives. Donc, si nous n'avons pas des produits à très haute valeur ajoutée, c'est le cas du champagne, c'est le cas du cognac, c'est le cas des grands vins de France, d'Italie, d'Espagne, qui ont de fortes valeurs ajoutées, eh bien, ma foi, on ne peut pas assurer un revenu satisfaisant aux producteurs. Et donc, notre enjeu, le débat aujourd'hui, c'est conserver à la fois une viticulture de qualité, une viticulture rémunératrice,
et permettre par cette qualité de continuer à prendre des parts de marché ici et là dans le monde, notamment sur le marché chinois, qui est un marché qui aujourd'hui est très fortement demandeur de vin, mais où il faut être très méfiant parce que, comme en toute chose, les Chinois sont des grands copistes, et quand il s'agit de copier du vin, la chimie peut être au rendez-vous. J'allais vider là-bas dans la benne. Hein. Ces vins sont subissent ce qu'on appelle une première fermentation, la fermentation alcoolique qui est la même dans toutes les régions. Les ferments mangent le sucre, le transforment en gaz carbonique et en alcool. Au préalable, dans les cuves, on a vérifié que le degré potentiel, on peut régler par une légère chaptalisation pour obtenir il faut obtenir un vin qui fasse environ 11 degrés avant la mise en bouteille. Donc, quand ce vin est fermenté, le gaz carbonique, comme les cuves sont ouvertes, le gaz carbonique s'échappe. L'alcool, à la place du sucre, on se retrouve avec un vin alcoolisé aux environs de 11 degrés. Ce vin va petit à petit se déposer, donc on va le décanter, on va le soutirer pour séparer la lie du vin, on va filtrer ce vin et on va le conserver en cuve jusqu'au 1er janvier. On ne peut pas faire de mise en bouteille avant le 1er janvier de l'année qui suit la récolte. Bon, alors quand ça presse, le jus va couler dans un premier belon, ce qu'on appelle c'est un premier réservoir, coule dans un premier belon. C'est la cuvée, c'est le meilleur des jus qu'on puisse avoir. On obtient 42 hectos de mou en cuvée pour un pressoir de 8 kg. Ensuite, dès qu'on arrive à la quantité voulue, on passe en première taille. On obtient 6 hectos de première taille et ensuite 4 hectos de deuxième taille. Bon, plus on va loin, moins la qualité est bonne. Prendre que le jus clair pour pas parce que sinon les dépôts ça donne des mauvais goûts au moment de la fermentation. Donc il faut aller tout doucement pour pas mélanger la cuve quoi, parce qu'il y a deux phases, vous voyez, on voit bien les deux phases. Il y a les bourbes au fond et puis le jus clair. Et en règle générale, quand la cuve est bonne, la taille elle suffit. Après environ 18 heures de décantation, deux phases se forment, le jus clair au-dessus et les bourbes en dessous. Donc les bourbes seront éliminées et le jus clair après part en fermentation. Il est éliminé de tout son dépôt et donc cette décantation s'appelle le débourbage.
ça c'est la cuvée, ce qu'il y a le plus, et ça c'est la taille. C'est ici exactement les mêmes raisins. Quand tu goûtes ça, il faut réfléchir à l'absence de sucre et à la fraîcheur que tu as, au goût que tu as. Ce qui est important, c'est pas ce que tu as en attaque, c'est-à-dire au début de la bouche, c'est ce que tu ressens à la fin de la bouche. Le volume rempli par Belon, quand on a la quantité voulue, on envoie le mou en cuve de débourbage. Le mou va rester entre 12 et 15 heures sans y toucher et il va se clarifier naturellement. Et au bout de 15 heures, enfin le lendemain en général, on enlève le plus clair du mou et on l'envoie en cuverie pour être ensemencé avec des levures et chaptalisé. Si on n'est pas arrivé à 11 degrés, parce qu'on doit arriver en fin de première fermentation alcoolique à 1 degré de 11. Là on est arrivé dans une cuverie où les cuves sont un peu plus grosses et elles font 250 hectos. On peut refroidir ou chauffer. Une fermentation, il faut qu'elle se passe à 20 degrés. Donc à l'intérieur, il y a des drapeaux qui refroidissent ou alors qui chauffent le mou. Alors les vins débourbés vont arriver régulièrement dans les cuves. Dès qu'elles sont pleines, on va rajouter des levures et du sucre, si besoin est, pour arriver après la première fermentation alcoolique à 1 degré de 11. Ça va fermenter une bonne semaine en cuve. Les cuves vont rester pleines jusqu'au mois de février, mars, avril. Les négociants vont récupérer les vins après pour eux filtrer et mettre en bouteille. Là, c'est la partie des bouteilles qui sont prêtes à expédier. Alors, on a refait un hangar pour pouvoir mettre toutes les palettes vides à l'étage, parce que pour l'instant, ça nous prend de la place en cave. Et on a besoin. Ça c'est l'ancien système de bouchage. C'est-à-dire que maintenant on met des capsules, alors que là, c'est pour faire les millésimes, on les fait tous en agrafe et en bouchon. Ça ne se fait plus pratiquement. Donc à partir du 1er janvier, mais c'est plus souvent à partir de février-mars, le vin est mis en bouteille. On réincorpore à ce vin une certaine dose de sucre, environ entre 21 et 24 grammes de sucre par litre. Et on rajoute des ferments. Les bouteilles sont fermées hermétiquement avec une opercule en plastique qui est maintenue par une capsule comme une capsule de bière. Et il se passe donc dans la bouteille ce qu'on appelle la deuxième fermentation qui est la méthode champenoise. Dans ce cas-là, les ferments à nouveau mangent le sucre, le transforment en gaz carbonique et en alcool. Le gaz carbonique, la bouteille étant fermée, s'incorpore au vin et c'est là ce qu'on appelle la prise de mousse, méthode champenoise.
Ensuite, lorsque les ferments meurent, il se produit un léger dépôt dans la bouteille. Donc, pour prétendre à l'appellation Champagne, nos bouteilles vont devoir rester, pour un brut sans année, vont devoir rester 15 mois avant la commercialisation. Et pour les millésimes, 3 ans à partir de la mise en bouteille. Voilà, c'est une cave qui sert à remuer les bouteilles, à faire descendre le dépôt. Voilà. C'est tout. Ah oui, parce que le dépôt qui est à l'intérieur, je vais en prendre une autre. Le dépôt qui est à l'intérieur, il faut le faire glisser. On l'a mis donc sur le pupitre, il faut le faire glisser, mais un petit peu, il ne faut pas le remélanger. Donc on fait ça, et il va glisser tout doucement pour reprendre sa place. La preuve, là, il a commencé. Voilà. Et après, on fait dans l'autre sens. Voilà. C'est pour faire descendre, et en même temps, on monte la bouteille. Alors, quand on l'a bougé comme ça, il faut attendre au moins 8 jours pour qu'il se repose bien avant de le mettre sur les pupitres. Et quand il est mis, c'est pareil, là ça ne tourne pas encore, il faut attendre un certain temps que ça se stabilise, etc. Et donc ensuite, ces bouteilles vont être dégorgées. Pour le dégorgement, on trempe le col dans une saumure à moins 25 degrés, ce qui a pour but d'emprisonner le dépôt dans un glaçon. Ensuite, le col est rincé, la capsule est éjectée, ce qui fait que le dépôt est retiré. Et à ce moment-là, on réincorpore une liqueur dans le vin pour obtenir du brut, de l'extra brut, du brut nature, qui est fonction du nombre de grammes de litre. Jusqu'à 2 grammes par litre, on obtient un brut nature. De 2 à 6 grammes, un extra dry. De 6 à 13 grammes, on obtient du brut, et ensuite, au-delà, on obtient du demi-sec ou du sec, suivant ce qu'on désire. Ensuite, la bouteille donc est bouchée avec, à ce moment-là, un liège, qui est retenu par un muselet. Et dans ce moment-là, on a toujours le gaz dans la bouteille, et ce qu'on appelle, voilà, on a une bouteille méthode champenoise. Ensuite, cette bouteille, bien sûr, va être habillée de son étiquette, de sa coiffe. Si c'est pour la vente en France, elle est revêtue de capsule verte, ça s'appelle capsule représentative de droit. Pour les sports, c'est une jupe neutre. Ensuite, ces bouteilles sont mises en carton, elles peuvent être expédiées. Tout ça, c'est des millésimes, donc c'est bouché en liège. Puis là aussi. Ça, c'était mis en bouteille 2 jours avant que vous veniez. Le 11 septembre. Voilà. Et puis après, quand le dépôt est dans le bouchon, on enlève le bouchon et avec la pression, ça se sauve. Mais alors, maintenant, quand la bouteille est debout, on va congeler le bas de la bouteille. Donc ça va faire un glaçon. Ouais, vous comprenez? Ça va faire un glaçon et ça va emprisonner le dépôt. Donc après, on peut ouvrir la bouteille debout. Voilà. Je vais vous montrer. Et voilà. On va boire avec Gilbert tout à l'heure. Alors, là, on voit bien, hein, toute la bouteille est bien claire et tout le dépôt est ici, au-dessus du bouchon. Alors, il y a une quinzaine d'années, on ouvrait les bouteilles sans les congeler. On ouvrait les bouteilles sans les congeler. Fallait enlever la grasse. Voilà. Et puis après, s'il casse pas, ouais. Voilà. Et là, le dépôt est parti. La bouteille est toute claire. Voilà.
en matière de qualité, en matière d'appellation, en matière d'indication géographique protégée, on ne joue pas. Le consommateur, il est prêt à mettre de l'argent dans ses produits, mais en face du centime supplémentaire qu'il met, il veut un retour. Et si cette confiance est trahie, cette confiance, elle sera trahie durablement. Ça, c'est quelque chose que tous les producteurs de produits de qualité, tous les dirigeants des zones de qualité ont, je pense, maintenant compris. Mais malheureusement, il faut de temps en temps une piqûre de rappel pour montrer que quand on dérape de la route, eh bien, on va dans le ravin. Moi, j'ai tendance à dire que les AOC et le champagne sont des produits qui font partie du patrimoine vivant français, qui font partie de l'identité française. Et c'est un peu comme quand en France, toutes les cathédrales et les monuments historiques sont protégés. Donc j'estime que le champagne, c'est fait partie du patrimoine, qu'il a une histoire réelle, une histoire collective, qui s'est construite de génération en génération, qui a mis du temps pour acquérir cette notoriété mondiale et qu'il faut protéger et qui est protégé depuis 1935 par l'AOC et également au niveau européen. Le risque, c'est qu'effectivement, si le champagne continue à avoir l'expansion et la notoriété qu'il a dans le monde, avec un terroir qui est complètement contraint parce que la zone géographique ne permet plus de faire du vin, on risque de voir s'enflammer les prix. Et à ce moment-là, le champagne perdra son caractère universel en devenant une boisson qui n'est pas qu'une boisson d'exception, mais qui serait une boisson de riche, quoi. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas se payer une bouteille de champagne tous les ans ou tous les jours, mais le champagne, ça reste encore, notamment en France, la boisson par excellence pour marquer un grand événement. Une naissance sans une bouteille de champagne, même chez des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ça n'existe pas, c'est très limité. Le phénomène culturel gagnera du terrain s'il est mieux expliqué au consommateur. Parce que, je le redis, le consommateur, notamment en matière alimentaire, il est prêt à payer pour du plaisir. Mais il le fait dans un choix délibéré. C'est-à-dire qu'il décide qu'il veut se payer une bouteille de ceci, un morceau de fromage, un morceau de viande AOC, etc. C'est un acte positif. Et quand vous faites un acte positif, vous ne faites pas de concession. Oui, à votre santé. À la santé de tout le monde. À votre santé. À la santé, le champagne à tout le monde d'abord. Champagne à tout le À la tienne. Oui, à votre santé.